Dans le cadre du programme FEC, Fonds élargi de crédit, après la réunion du conseil d'administration du FMI hier sur le dossier de Madagascar, la deuxième tranche du programme FEC a été débloquée. D'ici 10 jours, Madagascar encaissera une somme de 86 millions de dollars. Le taux de prévalence du VIH-Sida à Madagascar est relativement faible. Selon les données disponibles, 0,3% des Malagas sont atteints du VIH-Sida, dont 5 à 14% travaillent dans des secteurs formels. Le numéro 3 du Vatican accusé de pédophilie, le cardinal australien, a été inculpé ce jeudi pour de multiples sévices sexuels sur enfants dans son pays. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, dans le cadre du programme FEC, Fonds élargi de crédit, après la réunion du conseil d'administration du FMI hier sur le dossier de Madagascar, la deuxième tranche du programme FEC a été débloquée. D'ici 10 jours, Madagascar encaissera une somme de 86 millions de dollars. Reportage. Après la réunion du conseil d'administration du FMI hier sur le dossier de Madagascar, la deuxième tranche du programme FEC a été débloquée. Les critères de déblocage ont été les suivants: l'amélioration de la gestion financière de la politique monétaire, mais également l'amélioration des recettes fiscales. Si la première tranche du FEC d'une somme de 44 millions de dollars a été débloquée le mois de juillet 2016, la deuxième tranche d'une somme de 42 millions de dollars a été débloquée hier. D'ici 10 jours alors, selon les explications du ministre des Finances et du Budget, Madagascar encaissera une somme de 86 millions de dollars. Mais selon un économiste, le partenariat avec le FMI est nécessaire, mais une restructuration de la gestion financière devrait se faire. Mais aujourd'hui, c'est à l'État d'avoir une politique. Le problème, c'est que Madagascar n'a pas une stratégie d'endettement claire. Aujourd'hui, on s'endette en fait pour financer prioritairement le secteur non productif. Mais comment voulez-vous qu'on puisse rembourser nos dettes si on finance exclusivement le secteur non productif? Il faudrait d'abord prioritairement financer le secteur productif et ensuite mettre en place un cahier de charges à partir de la création de richesses qu'on va créer pour qu'ensuite on respecte nos engagements au niveau du secteur non productif. C'est comme ça qu'on doit agir. Sinon, Madagascar, c'est un peu le chien qui se mord la queue. On ne va jamais s'en sortir dans cette histoire de dette. Les 86 millions de dollars sera dispatchés comme suit. 36 millions de dollars seront consacrés à la balance de paiement, 35 millions de dollars à la réhabilitation des dégâts causés par le cyclone Enao et les 15 millions de dollars restants au transfert à la société d'État Jirama. Et toujours sur ce plan économique, une hausse moyenne de 7,5% des tarifs de l'électricité à partir du début du mois de juillet est prévue dans le business plan de la Jirama. Pas plus tard que cette semaine, les dirigeants de cette société ont annoncé que la mise en marche des deux centrales fonctionnant avec du feu lourd devrait réduire les coûts de la production. Reportage de Lily Rabiat. Comme le nouveau directeur général de la Société malgache d'eau et d'électricité l'avait annoncé lors de sa prise de service, une hausse des tarifs est inévitable pour le mois de juillet. En effet, une hausse de 7,5% est prévue dans le business plan de la société Jirama, validé par le conseil d'administration hier. Au vu des pertes endossées par cette société d'État, cette hausse des tarifs était prévisible. Par ailleurs, il y a 2 jours, la centrale thermique de 48 MW mise en place par la Jovena et la nouvelle centrale de 60 MW de l'opérateur turc Aksaf Power, toutes les deux fonctionnant au fil lourd, ont été mises en marche. La mise en marche de ces centrales fonctionnant au fil lourd devrait réduire le coût de la production. Pour rappel, le coût de la production, le prix d'achat des carburants et le coût de location des centrales forment les principales dépenses de la Jirama. Le personnel de leur côté a déjà revendiqué la mise en marche des centrales propres à la Jirama, mais en vain.
Jusqu'ici, l'État continue de subventionner la Jirama. Les responsables de la société annoncent la hausse des tarifs. Aucune réhabilitation des centrales de la Jirama en vue et les contribuables ne peuvent rien faire que d'en payer les prix. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, le taux de prévalence du VIH-Sida à Madagascar est relativement faible. Selon les données disponibles, 0,3% des Malagasy sont atteints du VIH-Sida, dont 5 à 14% travaillent dans des secteurs formels. En général, ces séropositifs sont constitués dans la majorité des cas par des habitants des grandes villes. Les prévalences respectives sont de 14,7% chez les hommes ayant un rapport sexuel avec les hommes, entre autres les usagers de drogues intraveineuses. Un atelier a été organisé avec les responsables de la lutte contre le sida dans le but de trouver les meilleures solutions face à la situation de notre pays. Écoutons les explications. Au niveau de la population générale, le taux de propagation du VIH est faible. Ceci étant, les centres de santé à Madagascar n'ont pas le moyen de faire un dépistage complet de ce virus. Il y a aussi la crainte pour les personnes qui ont un comportement inapproprié. Et avant de passer aux actualités internationales, l'éthique et la déontologie du journalisme peu respectée par les journalistes malagasy. Une réactualisation de la charte se fera, explique ce jour le secrétaire général de l'Ordre des journalistes à Madagascar. Explication. Vu que les jeunes journalistes, même ceux qui ont déjà de l'expérience, on a constaté que les journalistes n'est pas au courant, n'est pas en mesure même de connaître le code d'éthique et déontologie. Devant ce constat-là, l'Ordre des journalistes de Madagascar a discuté avec les partenaires des médias et l'UNESCO donc a accepté de financer un projet qui va réactualiser le code d'éthique. Et ce n'est pas seulement une réactualisation, mais dans la démarche, nous voulons donc également que les journalistes réapproprient donc le code d'éthique et déontologie du journalisme. Pour terminer donc cette deuxième étape, on va le faire ici en Tananarive. Donc les consultations, les résultats des consultations issus des 5 provinces, on va le donner également aux journalistes de Tana et on va récolter également peut-être que les journalistes de Tana ont d'autres choses à dire. Et c'est à partir de ces consultations que les 3 experts nationaux vont donc rédiger la dernière version, la version finale qui va être donc donnée auprès de chaque rédaction de... Et place aux actualités internationales, le numéro 3 du Vatican, accusé de pédophilie. Le cardinal australien a été inculpé ce jeudi pour de multiples sévices sexuels sur enfants dans son pays. Reportage de France 24. La date est désormais fixée. Le 18 juillet, le cardinal George Pell devra s'expliquer face à la justice. Chargé des finances du Saint-Siège, il est aussi le plus haut responsable catholique en Australie. À 76 ans, il est inculpé pour abus sexuels sur enfants par la justice australienne. J'ai hâte de comparaître enfin. Je suis innocent. Ces accusations sont fausses. Toute idée d'abus sexuel m'est insupportable. Les procédures m'offrent l'opportunité de laver mon nom, puis de revenir ici à Rome pour travailler. Le Vatican a accepté le congé du cardinal australien pour qu'il aille se défendre devant le tribunal de Melbourne. Les faits qui lui sont reprochés remontent aux années 70, 80 et 90, alors qu'il était prêtre dans des régions rurales de l'État de Victoria. La police n'a cependant fourni aucun détail concernant la nature exacte des charges qui pèsent contre lui. L'argentier du Vatican avait déjà été entendu à 3 reprises pour une autre affaire, concernant des faits d'abus sexuels commis sur des mineurs par des prêtres alors qu'il était à la tête de l'Église catholique australienne. À l'époque, il avait reconnu avoir failli dans sa gestion des prêtres pédophiles. Et bataille de Mossoul en Irak, l'armée reprend la mosquée Al-Nouri au groupe A. Reportage de France 24. Elle a été très longue, très compliquée ces derniers jours, cette dernière semaine par exemple. Les forces spéciales et les forces irakiennes avançaient mètre par mètre. D'ailleurs, les combats ont toujours lieu encore dans la zone. La mosquée Al-Nouri n'est pas encore totalement sécurisée. L'armée irakienne a souvent l'habitude d'annoncer une libération alors que les combats finalement sur le terrain continuent. Et puis on sait aussi que finalement maintenant cette mosquée est reprise, mais il va falloir la garder parce que par exemple très récemment,
hier encore, certains quartiers libérés avaient été repris par l'État islamique. L'État islamique qui est donc en train de lancer de nouvelles attaques et passer à une nouvelle stratégie de contre-offensive face aux forces irakiennes. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal dans le cadre du programme FEC après la réunion du conseil d'administration du FMI hier sur le dossier de Madagascar. La deuxième tranche du programme FEC a été débloquée. D'ici 10 jours, Madagascar encaissera une somme de 86 millions de dollars. Et une hausse moyenne de 7,5% des tarifs de l'électricité à partir du début du mois de juillet est prévue dans le business plan de la Jirama. Et pas plus tard que cette semaine, les dirigeants de cette société ont annoncé que la mise en marche des 2 centrales fonctionnant avec du fioul lourd devrait réduire les coûts de la production. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.